Après plusieurs difficultés sans doute, parce que c'était assez difficile, nous avons pu concrétiser l'affaire et l'affaire est partie. Nous avons pu réaliser Isola 2000 et ce avec que tout aille pour le mieux, car nous avions un site imprenable, impeccable et surtout nous avions de la neige à volonté et toutes les années. Dès 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, le conseil municipal provisoire d'Isola avait examiné la possibilité de créer une station de ski sur les alpages du plateau de Chastillon, situé à 2000 mètres au-dessus du village d'Isola. Mais ces terres appartenaient toujours à l'Italie. Ce n'est qu'à partir de 1947, date à laquelle l'Italie cède officiellement ses terrains à la France, que le nouveau maire d'Isola, Jean Gaïssa et son équipe, pourront poursuivre de manière plus concrète ce projet et créer en 1961 une route communale à la place de l'ancienne piste militaire. Dans les années 60, beaucoup de gens sont fermement convaincus que notre département a besoin d'une nouvelle station de ski. Non seulement parce que depuis quelques années, leur fréquentation n'a cessé d'augmenter, mais également parce que c'est un des seuls moyens de redynamiser l'économie de montagne et de freiner l'exode rural dans le haut pays niçois. Au même moment, la commission de la montagne, qui avait examiné les différentes possibilités d'implantation de stations dans le département, a retenu 4 sites. Caramagne-à-Tende, le vallon de Molière à Val-de-Blore-Saint-Sauveur, le plateau de Sestrières rattaché à Saint-Dalmas-le-Selvage et le plateau de Chastillon sur la commune d'Isola. La situation de ce dernier et ses nombreux avantages, dont une maîtrise foncière totale par la commune d'Isola, semble être la plus appropriée à ce projet. Mais fallait-il encore trouver des partenaires privés prêts à investir dans l'aménagement de cette nouvelle station? En 1968, ce fut chose faite, avec la société anglaise Bernard Sunley Investissement, dont la candidature fut retenue à l'unanimité. C'est un tournant décisif qui est pris. La commune d'Isola et ses habitants vont dès lors commencer à écrire une nouvelle page de leur histoire. En cette période de l'année, une promenade dans le haut pays n'est jamais décevante, surtout si elle nous conduit dans la région d'Isola. Le village est situé dans le canton de Saint-Étienne, à 80 km seulement de Nice. Un village groupé au fond de la vallée, au débouché du vallon Chastillon, qui conduit en Italie par le col de la Lombarde. De magnifiques forêts de châtaigniers entourent le village. On ramasse d'ailleurs actuellement ces châtaignes qui sont réputées dans tout le département des Alpes-Maritimes. Mais ce village paisible, dont le nombre des habitants diminue au fil des années, va connaître bientôt une nouvelle animation. Il sera en effet la dernière halte avant la station Isola 2000 qui va être créée à 16 km dans la haute vallée de Chastillon. Les travaux sont en cours. L'on réalise une route importante. L'actuelle serait insuffisante pour le futur trafic. Le site a été choisi par Peter Bonfrey, qui fit partie de l'équipe britannique aux Jeux Olympiques d'hiver 1948. Il sera d'ailleurs le directeur de la station. Isola 2000 comportera 33 pistes, offrant 65 km. 19 remontées mécaniques seront installées. À ces chiffres déjà éloquents, ajoutons que la capacité de la future station sera de 6000 lits. Une infrastructure d'accueil qui permettra donc de recevoir un maximum de touristes. Le chauffage de la station sera entièrement électrique. De nombreux magasins sont prévus. Dans la station même, le piéton pourra circuler sans avoir vraiment à sortir grâce à des coursives chauffées et des escaliers. Plus qu'une station de ski, c'est une véritable petite cité qui va être créée ici même. 5 tranches de travaux sont prévues, la dernière devant s'achever à Noël 1975. Mais dès l'année prochaine, pour Noël justement, 3 hôtels, 2 immeubles seront terminés. Les responsables d'Isola 2000 ont vu grand. Ils veulent que cette nouvelle station devienne vraiment internationale. Ils bénéficient en tout cas de plusieurs atouts, le cadre exceptionnel, l'enneigement remarquable et l'ensoleillement important.
Le Conseil général des Alpes-Maritimes cofinance en grande partie l'aménagement de la route d'accès à la future station, dont le dossier a été fermement défendu par le conseiller général du canton, Jean Pascal. C'est un point capital, créer des voies d'accès rapides et sécurisées. Les travaux de la route sont effectués dans des temps records pour que la station puisse profiter d'une saison supplémentaire. Commencée en mai 1970, la route est achevée fin décembre 1971. Des moyens colossaux ont été employés et on a même construit des mini-tunnels de protection contre les avalanches dans les endroits les plus exposés. En même temps, la construction de la station doit se faire dans les meilleurs délais. Et pour y parvenir, les camions passaient non seulement par l'ancien chemin d'Estive, qui permettait aux Isoliens d'accéder au plateau de Chastillon, mais également par l'Italie via le col de la Lombarde. Le projet est audacieux et novateur. La paternité en revient à l'architecte Henri Berry et à son assistant André Biancheri, qui deviendra à partir de 1975 l'architecte en titre de la station et qui poursuivra les travaux d'extension jusqu'en 1988. En 1971, pour sa première saison, la station ouvre avec 18 km de piste, un télécabine, 5 téléskis, un hôtel, le Chastillon, et avec une équipe composée entre autres d'Honoré Bonnet, ex-entraîneur de l'équipe de France de ski, de Jean-Marie Morisset, guide, moniteur de ski, mais surtout amoureux inconditionnel de la montagne. Originaire de la Colmiane, il avait imaginé quelques années auparavant un projet de station nommé Azur 2000. Cela ne se fera pas, et ce sera dans la création d'Isola 2000 qu'il mettra toute son énergie, son savoir-faire et sa passion de la montagne. Son ami d'enfance, Joseph Martin, va également faire partie de l'aventure et devenir responsable d'exploitation des remontées mécaniques, fonction occupée aujourd'hui par l'un de ses fils, Philippe. Ce mauvais temps perturbe les travaux, comme nous l'a confirmé d'ailleurs le directeur sportif, M. Morisset. Oui, il est certain que la progression des travaux en ce moment est un petit peu gênée par cette neige tout à fait inattendue, mais de toute façon, notre programme déjà est assez avancé et nous avons particulièrement fait de gros efforts sur les pistes. Les pistes sont en cours à l'heure actuelle et presque terminées. Seulement depuis 2 jours, nous avons un hélicoptère pour terminer le coulage de nos bétons, un programme chargé pour nos remontées mécaniques, et il se trouve que nous avons en ce moment cet hélicoptère sur place et il ne peut absolument pas voler et terminer les travaux. Et puis pour les ouvriers, c'est assez pénible évidemment, Oui, parce qu'il neige pas mal maintenant. oui, bien sûr. Et de plus, tout n'est pas encore terminé, mais enfin, on pense quand même, la neige d'octobre, c'est pas de la neige quand même qui dure très longtemps. Et nous aurons certainement de belles périodes encore d'ici la Noël. Ça, c'est En ce certain. qui concerne la station, elle va offrir combien de lits pour l'ouverture? Eh bien, nous aurons 1200 lits techniques, c'est-à-dire à peu près une capacité de 1500 personnes, de 1500 à 2000 personnes. Dans notre programme aussi, au point de vue remontée mécanique, nous avons un télésiège et 3 nouveaux téléskis cette année. Et puis de nombreuses pistes, enfin de nouvelles pistes en particulier, puisque nous avons 22 pistes cet hiver au lieu de 16 l'année dernière. Une jeune station, mais beaucoup de nouveautés. Ben oui, et il y aura en plus la piscine, vous voyez, on aurait pu en profiter aujourd'hui. Nous sommes très rassurés. En ce qui concerne les travaux de la route d'accès, un effort considérable a été fait par les services de l'équipement. Et d'autre part, des travaux considérables ont été entrepris, ont été effectués dans la station. Et nous pensons que nous pouvons voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Isola 2000 est donc une station de 3e génération. C'est-à-dire qu'à l'instar des grandes stations balnéaires populaires pieds dans l'eau, c'est une station ski au pied. Le concept et l'architecture sont certes typiques des années 70, mais ils sont uniques dans les Alpes-Maritimes. Les voitures restent au parking et les bâtiments, serpentant dans la neige mais d'un seul tenant, sont situés en front de neige. Une galerie publique située au rez-de-chaussée permet non seulement la circulation des personnes d'un bâtiment à l'autre, mais aussi l'accès direct aux pistes. La grande nouveauté, c'est que cette galerie permet également à la clientèle d'avoir tous les services et toutes les activités sous la main, sans sortir et sans traverser de route. Un peu sur le principe des bateaux de croisière, mais sur la neige.
Tous les commerces sont là, pharmacie, boulangerie, restaurant, mais également docteurs, garderies, cinéma, discothèques, salle de jeu à laquelle les enfants peuvent accéder en toute sécurité et même une piscine en plein air. Les appartements, eux aussi, sont novateurs et disposent d'un confort inhabituel pour l'époque à la montagne. La commercialisation en a été faite à Villeneuve-Loubet, où un appartement témoin avait été reconstitué. Le succès de la station est immédiat. Les gens ont envie de s'amuser et de s'évader pour, entre autres, oublier un peu le contexte économique et social assez morose de ce début des années 70. Isola 2000 répond tout à fait à ces attentes. Sa facilité d'accès, environ 1h30 de Nice, son enneigement et son ensoleillement exceptionnels, ses installations modernes, ses équipes de moniteurs, souvent d'anciens géos du Club Med, et de pisteurs qui participent à toutes les animations et qui en inventent toujours de plus folles, vont faire qu'Isola 2000 va rapidement devenir une station de grande notoriété, mais également le symbole d'une nouvelle manière de vivre son séjour au ski. Dès la première année, Jean-Marie Morisset s'est vu confier par les propriétaires anglais la création et le développement de l'école de ski et du club des sports d'Isola 2000. Ces derniers ont vu naître de nombreux espoirs du ski français, tels que Christiane et Sophie Ray, qui porteront les couleurs de la station en équipe de France, grâce entre autres à un entraîneur de renom, André Doux. Puis d'autres jeunes talents suivront, Renaud Rocher, Sophie Capriot, Luc Morisset, Jean-Marc Marie qui enchaînera les titres et qui en 1988 deviendra champion de France junior du combiné. En 1975, la dernière tranche des travaux est terminée. Un relais de télévision a été mis en place au sommet du Pelvoz. Et Joël Fontaine, directeur des relations publiques de la station à cette époque, crée un circuit sur glace en contrebas de la station. L'idée est comme souvent partie d'une discussion entre amis, et là en l'occurrence il s'agissait de l'emblématique champion de Formule 1 des années 60, l'anglais Graham Hill. D'une simple piste verglacée sur un parking, c'est devenu un véritable circuit sur glace, le troisième après Serre-Chevalier et Chamonix. Ce fut également l'une des premières écoles de conduite sur glace de France. La clientèle se développe, les animations et les nouvelles modes de ski aussi. Avec le Marlboro Ski Show, en 1977, on découvre le ski artistique et des moniteurs dansant sur la neige. Avec le ski acrobatique, ce sont des sauts plus incroyables les uns que les autres que l'on voit. Le ski de boss connaît lui aussi un franc succès à cette époque. Tout le monde essaye alors de faire pareil, mais très peu y réussissent. Fin des années 70, la station connaît un premier record d'enneigement et c'est entre des murs de plus de 8 mètres de haut que les voitures sont obligées de passer. Isola 2000 est d'ailleurs souvent citée comme étant la station la mieux enneigée de France, voire d'Europe, notamment en 2010, où les hauteurs ont atteint les 10 mètres de neige cumulés sur la saison. Les propriétaires anglais se retirent, de nouveaux investisseurs prennent la direction de la station, toujours en étroite collaboration avec la commune d'Isola et le conseil général. La sécurisation et l'entretien des pistes restent un point essentiel pour le bon fonctionnement d'une station. À Isola 2000, c'est par une équipe de professionnels soudés et passionnés par leur métier que les pistes sont bichonnées sans relâche.
Début des années 80, Isola 2000 va bientôt fêter ses 10 ans et comme une sorte de cadeau d'anniversaire, le jeune Luc Morisset, l'enfant du pays, offre à la station son titre de champion de France de slalom géant. Dans la foulée, la station se dote d'un nouveau télésiège, celui de Méné. En 80, avec ses 670 mètres de dénivelé, il est le plus long des Alpes du Sud et un des plus importants d'Europe. Avec cette remontée, 4 nouvelles pistes, longues et difficiles, vont être desservies, répondant ainsi aux exigences des skieurs de haut niveau. Pour rendre hommage à un de ses plus fervents compagnons de route, la station va d'ailleurs donner le nom de Jean-Marie Morisset à l'une de ses pistes. C'est également au début des années 80 qu'un nouvel ensemble d'immeubles, de style plus traditionnel, en bois, voit le jour en amont de la station, le hameau. Mais l'histoire d'Isola 2000 ne peut se raconter sans évoquer la grande révolution de ces années 80, à savoir le surf des neiges ou snowboard. Ce nouveau style de glisse est né aux USA. Et Philippe Janot, qui tenait alors un magasin de ski à la Colgnane, bien loin donc des USA, en entend parler. Cela l'intéresse immédiatement et il se rapproche de la seule personne pratiquant ce sport dans la région, Jean-Robert Piston, moniteur de ski à Isola 2000. Philippe Janot décide alors de créer Ski Fun dans la galerie commerciale. Ce sera l'un des premiers magasins de surf de France. Au même moment, Laurent Gracia et Gérard Falicon, 2 moniteurs d'Isola, mettent au point une planche spécialement conçue pour la poudreuse, qui sera commercialisée par la marque Banana Moon. Ils proposent ensuite au grand public, avec d'autres moniteurs très branchés nouvelle glisse, les premiers stages de surf. Le domaine skiable et la poudreuse exceptionnelle sont un régal pour les surfeurs. Et très vite, Isola 2000 devient le lieu de rassemblement privilégié des rares pratiquants de ce sport en France, comme François Olivier, Gilles Becker et Jean-Philippe Garcia, qui feront d'ailleurs briller les couleurs de la station dans de nombreuses compétitions. Ce sport, qui était aussi un vrai style de vie, va se développer. Et en 87, le premier halfpipe verra le jour à Isola 2000 lors du trophée Ray-Ban. Le snowboard se fédère alors au niveau national et international. Et en 1989, un petit groupe de passionnés crée un club local, Back to Back, qui deviendra quelques années plus tard le club le plus titré de France avec plus de 200 membres à son actif. Début des années 90, le premier snowpark des Alpes-Maritimes est créé et les championnats de France de snowboard y seront organisés en 1996 et 97. Dans les années 90, la station a un nouveau propriétaire, une nouvelle piscine, de nouveaux télésièges et celui de la génisserie a été remplacé par un 4 places débrayable très performant pour l'époque. Autre nouveauté, un funiculaire pouvant contenir 35 personnes relie désormais les habitations du front de neige à celles du hameau. Le circuit sur glace, lui, commence à avoir une belle réputation et de nombreux coureurs automobiles viennent régulièrement s'y entraîner. Mais c'est un événement un peu particulier qui va asseoir définitivement sa notoriété pour les années à venir. L'arrivée, en janvier 1991, d'un championnat de course sur glace, le Trophée Andros. Ce sera le début d'une longue histoire d'amour entre Isola 2000 et le sport mécanique. Ce qui n'empêchera pas, en 1993, le Tour de France cycliste de faire une étape à Isola 2000. Début des années 2000, la station a 30 ans. Elle a vieilli, la plupart des équipements techniques commencent à être un peu obsolètes et la question de son avenir se pose. Mais c'était sans compter sur la volonté du Conseil général et de son président de l'époque, Christian Estrosi. Est-ce qu'on avait cette volonté de redynamiser cette économie de montagne par la seule activité touristique et économique qui est un sens, c'est-à-dire la relance de nos stations de tourisme d'hiver et d'été, ou non? Il y avait ceux qui considéraient qu'inéluctablement les Alpes-Maritimes étaient condamnées à fermer leur domaine skiable. Réchauffement de la planète, difficultés d'enneigement. Et en 2001, j'ai choisi de relever le défi. Et le défi va être relevé. D'importants travaux d'aménagement, d'équipement et de rénovation vont être réalisés grâce à des investissements financiers conséquents. De 2002 à aujourd'hui, plus de 60 millions d'euros ont été investis par le Conseil général des Alpes-Maritimes et ont permis de donner un nouveau souffle à la station. Le parc des remontées mécaniques subit un lifting d'envergure,
Le vieux télésiège 2 places de Combe-Grosse est démonté et remplacé par un 6 places d'Ébriam. Puis c'est l'arrivée du télécabine 8 places du Mercantour, le deuxième de la station, du télésiège des Marmottes et de bien d'autres installations techniques. On réaménage également les pistes, on crée un nouveau snowpark et on rénove aussi la galerie commerciale. Mais c'est en 2006 que l'une des installations les plus innovantes, mais peut-être la moins visible aux yeux du grand public, va être inaugurée. Il s'agit de la retenue collinaire de 130 000 m3, la troisième plus importante de France. Elle va permettre d'alimenter plus de 430 canons à neige et assurer ainsi une couverture de 80% du domaine skiable en neige de culture. Et en 2010, le nouveau télésiège 6 places débrayable de Valette va remplacer 3 remontées mécaniques et transformer le domaine de Saint-Sauveur. C'est le deuxième télésiège le plus rapide de France avec une vitesse de 6 mètres par seconde. L'inauguration de ces nouveaux aménagements a toujours donné lieu à des manifestations festives et émouvantes, en présence de nombreux élus locaux, dont l'ancien maire d'Isola, Jean-Yves Ramy, et de son successeur, Jean-Marie Bogini, ainsi que de l'actuel président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Grâce à tous ces aménagements, de nombreux événements de prestige vont alors choisir Isola 2000 comme nouvelle destination. Le trophée Andros, par exemple, qui avait délaissé Isola 2000 en 1997, mais qui revient en 2006 grâce aux nombreux efforts de modernisation qui ont été faits et au soutien du Conseil général et de son président Christian Estrosi. Cette manifestation va devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sport mécanique et de sensations fortes. Une belle occasion pour mettre en avant une des spécificités d'Isola 2000, son circuit sur glace, et d'apporter ainsi à la station une remarquable couverture médiatique. En mars 2005, c'est l'équipe de France féminine de snowboard qui choisit Isola 2000 pour son entraînement. Leur entraîneur n'est autre que Jean-Philippe Garcia, un ancien champion de la station. En 2006, ce sont les championnats de France de halfpipe en snowboard qui se déroulent à Isola 2000. Et depuis 2009, la Coupe d'Europe FIS de snowboard cross est organisée tous les ans sur le nouveau border cross. Et en 2008, grâce au reprofilage du stade de slalom aux normes FIS, digne des plus belles pistes de compétition, Isola 2000 accueille les championnats de France de slalom. C'est aussi dans les années 2000 qu'une chaîne de télévision dédiée exclusivement aux Isoliens est créée, Isola Channel, qui deviendra avec le groupement des stations du Mercantour, TV9 Mercantour, la télé qui vaut le détour. Un concept très novateur pour l'époque et encore unique dans les Alpes-Maritimes. Cette idée a été mise en place avec de tout petits moyens par le directeur de l'OT de l'époque, Dominique Fantino, et un ami, Pascal Bassanti. Le succès fut immédiat. 12 ans après sa création, la chaîne est toujours là, avec son unique cadreur, monteur et présentateur, Pascal Bassanti. Et elle est regardée par plus de 25 000 téléspectateurs en période de pointe. Un enneigement naturel exceptionnel de fin novembre à fin avril, des pistes de ski labellisées, un snowpark pouvant accueillir des compétitions sportives de niveau international, des équipements de pointe, télécabines, télésièges débrayables, forfait main libre, mais aussi des activités diverses et variées pour les non-skieurs, font qu'Isola 2000 peut appréhender la quarantaine avec une grande sérénité et une grande fierté. Grande fierté également pour la station, avec les performances sportives de ces jeunes champions qui ont fait vivre à tous les Isoliens des moments d'émotion exceptionnels. Tony Ramoin, qui a seulement 21 ans, décroche la médaille de bronze en descente de snowboard cross aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver. Son retour à Isola est digne d'une star et c'est une foule heureuse et émue qui l'attend. Tony, 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 Tony. Mathieu Fèvre, l'un des grands espoirs du ski français, avec sa médaille de bronze en géant au championnat du monde junior de 2011 à Crans-Montana.
Christophe Ferrier et sa première place en février 2012 sur le podium du Trophée Andros avec la voiture électrique aux couleurs de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et bien sûr, Bruce Rulfo et ses 2 titres de champion du monde de snow scoot en 2010 et 2011. À l'aube de ses 40 ans, la station d'Isola 2000 est devenue l'égale des plus grandes. Grâce aux investissements conséquents et stratégiques réalisés ces 10 dernières années par le Conseil général des Alpes-Maritimes et aux efforts de tous les acteurs économiques et socio-pro de la station, Isola 2000 s'est doté de tous les moyens nécessaires pour jouer dans la cour des plus grandes stations françaises, avec peut-être le soleil et le sourire en plus. Mais Isola 2000 n'est pas du style à s'endormir sur ses lauriers, et nous pouvons parier qu'elle nous réservera encore de belles et grandes surprises pour les années à venir. Tout va très bien et je pense que ça continue et que ça continuera longtemps parce que c'est tout ce qu'il faut pour que le village d'Isola vive.